Et voilà, bonjour les amis. Eh bien écoutez, pendant que je règle l'autofocus autofocant, voilà, là normalement c'est pas mal. Il fallait que je vous dise, j'ai fait un truc de dingue cette semaine, mais alors absolument de dingue. Je suis allé chez le coiffeur. Ouais, parce que les coiffeurs, ils ont réouvert. Et ils ont réouvert parce que les commerces non essentiels ont réouvert. Salut les amis, salut les amis. Salut les copains, bienvenue dans le grenier, dans le petit journal du grenier hebdomadaire et notre petit rendez-vous dominical de fin de dimanche d'ailleurs, de fin de dimanche. J'enregistre, il est presque 6h, il est 6h moins 10. Cette semaine, je vais vous parler de Macron, je vais vous parler de Le Maire, et je vais vous parler, voilà, je vais pas vous parler des sujets qui fâchent, genre les vaccins, genre le Covid, genre voilà. On va parler des conséquences de ça et donc de ce qu'on commence à voir un petit peu poindre, à savoir quand même la fin de l'open bar. Alors je sais que nos amis barman sont toujours fermés et j'en suis vraiment navré pour eux, mais en tout cas, n'y voyez pas de mauvais jeu de mots, quoique, mais en tout cas, si c'est bar fermé pour nos propriétaires de bar, c'est open bar et bar ouvert côté dépenses de l'État. Mais ces dépenses de l'État, va bien falloir les rembourser ou pas les rembourser. Donc, vous l'entendez, la petite musique qui monte d'un côté avec faudrait ne pas rembourser la dette, et de l'autre côté, la petite musique qui vous dit, bah si, il va falloir rembourser la dette, et comment va-t-on faire? Voilà un petit peu une vraie bonne question qu'il faut se poser. Et donc l'une des réponses que Bruno Le Maire a commencé à apporter, confirmée à mon sens à demi-mot et à tiers de mot par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse sur un média un petit peu particulier qui s'appelle Brut, il va falloir travailler plus pour payer la dette du Covid. Et quelle dette que la dette du Covid, puisque nous sommes à plus de 120% de dette sur PIB, enfin nous serons à plus de 120% de dette sur PIB à la fin de l'année, et puis nous exploserons ce taux en 2021. Donc la situation financière du pays est grave, mes amis. Grave mais pas désespéré, parce que grâce à vous, on va travailler beaucoup plus et on va rembourser cette dette tous en cœur, youpi tralala, vive les forces vives de la nation, c'est-à-dire vous. Alors, pourquoi la quantité de travail va devenir la clé et la variable clé à mon avis dans les... Voilà, ça a déjà commencé en termes de discours et ça va s'accélérer. Parce que comment on fait pour rembourser une dette de 120 à 130% du PIB? Alors vous avez la méthode à la grecque où on coupe dans toutes les dépenses, c'est extrêmement récessif évidemment, puisque plus vous allez couper dans les dépenses et moins vous allez avoir de croissance, et plus vous allez avoir le PIB qui en réalité va se réduire parce que l'austérité fait que les gens dépensent moins, investissent moins, donc en fait votre PIB se rétracte, c'est ce qu'on appelle une récession, et la dette elle reste au moins constante, voire même éventuellement elle augmente encore un peu, même si elle augmente moins vite, mais quand vous avez le PIB, le dénominateur qui diminue et la dette qui elle augmente, et ben en fait le ratio se dégrade. Et donc même si la dette reste constante, voire même si la dette diminue moins vite que le PIB diminue, et ben votre ratio dette sur le PIB, lui, il augmente et il se dégrade. Alors comment rembourser une dette? Eh bien, parce que oui, comment rembourser une dette avec les préalables qui sont là, qui sont un petit peu ceux qui ont été posés par Bruno Le Maire ces dernières semaines. Il dit « je ne veux pas augmenter les impôts ». Bon, c'est compliqué. C'est compliqué de rembourser une dette sans augmenter les impôts. Mais bon, il y a une bonne raison en France pour ne pas augmenter les impôts, c'est qu'on a les impôts les plus chers de l'OCDE et la pression fiscale la plus élevée de l'OCDE avec plus de 45% de prélèvement sur le PIB. Et oui, et donc en plus, c'est pas équitablement réparti du tout, contrairement à ce qu'on croit, salaud de riches, mais sans riches, machin, etc. Et bien évidemment, les riches, ils payent énormément d'impôts, et si vous prenez un travailleur indépendant entre son chiffre d'affaires, c'est-à-dire 100 €, moins la TVA, 80, moins ses charges RSI, 45%, moins son impôt sur le revenu, 41%, s'il gagne bien sa vie, comment dire, il est au-dessus de 130 000 € de revenus par an, en gros, je vous fais une cote mal taillée, 41% d'impôt sur le revenu, donc 20%, 45% de charges, puis après 41% d'impôt sur le revenu, et si jamais malgré tout ça, le salaud de riche, il a réussi à mettre un petit peu de sous de côté, et ben à ce moment-là, il se tape l'impôt sur la fortune immobilière ou ce genre de choses, et autre chose ajustée. Donc les taux d'imposition est tellement fort en France qu'effectivement, il y en a plein, ils vont se faire tondre ailleurs, parce que je vous rappelle, on est dans un monde ouvert, donc là on ne fait pas de l'idéologie, on regarde factuellement les choses, donc effectivement, augmenter les impôts quand il y a
la pression fiscale que nous avons en France, eh bien, c'est loin d'être évident. Il dit, je ne veux pas revenir sur les 35 heures, parce que en termes de popularité, ça ne va pas être évident, évidemment, de revenir sur les 35 heures en disant aux gens, non, finalement, c'est plus 35, c'est 39, ça va poser des problèmes juridiques, les entreprises, elles sont organisées comme ça. Bref, finalement, il se pourrait qu'on ne revienne pas tant que ça sur le totem des 35 heures, en tout cas, c'est ce que semble annoncer le ministre de l'économie. Sans croissance économique mondiale, parce que Bruno Le Maire nous explique, oui, la croissance va revenir, etc. Bruno, c'est le seul à y croire. Tout le monde sait très bien que la croissance, elle reviendra pas comme ça. Déjà, elle n'est pas là. Là, on est à moins 10% du PIB, donc c'est absolument considérable. Donc notre PIB va diminuer de 10% cette année. Donc on avait 2500 milliards de PIB l'année dernière. On va en avoir 2500 milliards moins 10%, c'est-à-dire 250 milliards d'euros en moins de trous dans la raquette. Donc la croissance économique, c'est pas gagné. Et puis sans industrie, avec des déficits commerciaux absolument considérables. Je vous rappelle qu'un déficit commercial, quand on a 100 milliards de déficit commercial de notre balance commerciale annuelle, ça veut dire qu'on a 100 milliards d'euros qui partent de France pour aller enrichir nos petits amis chinois, nos petits amis indiens, nos petits amis qui nous vendent en Amérique du Sud de la bonne viande et du bon bœuf argentin, etc., etc. Les chinoiseries de Noël par container entier qui sont livrés. Tout ça, c'est de l'argent qui va chez les autres, mais qui n'est plus chez nous. Donc évidemment, une balance commerciale structurellement déficitaire, c'est un pays qui structurellement s'appauvrit toujours du même montant de ce déficit tous les ans. Et donc, 100 milliards d'euros par an sur 10 ans, ça fait 1000 milliards. 1000 milliards, c'est quasiment un demi-PIB français. Donc vous imaginez là, en termes macroéconomiques, l'appauvrissement que génère évidemment ce déficit commercial, ce qui n'est pas du tout le problème que rencontrent par exemple nos amis allemands qui eux ont un excédent extrêmement fort, qui quasiment représente l'excédent de la zone euro. Et puis évidemment sans souveraineté monétaire, puisque si nous avions la Banque de France qui était indépendante, enfin en tout cas qui appartenait non pas à la zone euro mais à la République française, et bien effectivement on pourrait se dire c'est pas trop grave, on va un petit peu monétiser, il va y avoir un petit peu d'inflation, on fera une petite dévaluation. On a fonctionné comme ça pendant 50 ans. Finalement, on aurait pu recommencer à le faire, mais non, on n'a pas notre souveraineté monétaire, donc on est dans un cadre où soit on sort de l'euro, on reprend notre souveraineté monétaire, soit on reste dans l'euro, et à ce moment-là, on partage notre monnaie avec les autres, et on fait pas ce qu'on veut, et si les autres nous demandent de rembourser la dette, il va falloir rembourser la dette. Encore une fois, moi sur le fond, si vous me demandez mon avis, je pense que la zone euro a été une sacrée connerie économique, fondamentale, une erreur fondamentale, et donc une grosse partie de la situation économique désastreuse dans laquelle se trouve notre pays est liée au carcan de la zone euro et de cette monnaie unique. Alors, certains disent qu'elle est commune, effectivement elle est plus commune qu'unique, mais enfin en attendant, elle est là, nous l'avons tous, elle est partagée, et donc soit on en sort, soit on y reste. Et si on y reste, ça implique un certain nombre de choses, puis si on en sort, ça implique un certain nombre d'autres choses. Et dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de bon moyen, de toute manière, quand on a trop de dettes, il n'y a aucun moyen indolore de payer la dette. Et ça, qu'on soit pour, contre, avec l'euro, contre l'euro, peu importe. À la fin, il y a quelque chose qui doit réunir tout le monde, c'est que quand on a un problème de dette, qu'on reste dans la zone euro ou qu'on en sorte, dans tous les cas, la méthode va changer, les possibilités seront différentes, mais n'imaginez pas que sortir de la zone euro soit indolore ou que rester dans la zone euro soit forcément très dolore. Non, dans tous les cas, ça va être douloureux et très compliqué, dans tous les cas. Donc voilà pourquoi la quantité de travail va devenir la clé d'ajustement, parce que vous voyez bien qu'en fait, quand on regarde tout ça, on ne voit pas trop les possibilités que nous avons de régler la dette. Alors là, je vous ai mis notre ami Bruno Le Maire, grand mamamouchi à l'économie du pays. Vous admirerez la littération en i. Les Français ne travaillent pas suffisamment sur l'ensemble de leur vie, estime Le Maire. Il est sympa, Bruno Le Maire, il est sympa. Alors les feignasses, au turbin. Alors, nous ne travaillons pas suffisamment. Est-ce qu'il est raisonnable, dans un pays qui est une grande nation comme la France, où nous voulons tous être prospères, et que nos enfants, l'appel à nos enfants, de nos enfants et nos petits filloux, soient prospères, d'avoir le volume global de travail, qui est l'un des plus faibles des pays développés, s'est interrogé doctement, c'est moi qui le rajoute, au micro de Jean-Jacques Bourdin, Bruno Le Maire, car selon lui, si chaque Français qui travaille beaucoup,
Vous n'êtes peut-être pas qu'une feignasse, monsieur le spectateur de YouTube. Reste que sur l'ensemble de la durée de vie, nous ne travaillons pas suffisamment. Donc en fait, si sur l'ensemble de votre durée de vie, vous êtes une feignasse, chers téléspectateurs, donc je vous propose deux choses. Soit je vous réduis la durée de vie, auquel cas je vais concentrer votre taux de travail sur la durée de vie. C'est une des hypothèses actuellement, non, je plaisante, quoique, soit évidemment je vais m'arranger pour que vous soyez amenés à travailler plus et donc faire travailler plus ceux qui travaillent déjà. Bah oui, mais ça ne changera pas beaucoup les grands équilibres à mon sens, parce que si je décale l'âge de la retraite, effectivement, je fais travailler plus longtemps ceux qui travaillent déjà, mais je ne crée pas plus de richesse. Je ne permets pas d'ailleurs à un jeune de rentrer sur le marché du travail puisque j'ai un senior qui va partir dans plus longtemps à la retraite. La seule chose que je fais, qui n'est pas négligeable en termes macroéconomiques, c'est que je paye moins de pensions de retraite. En fait, en décalant l'âge de la retraite, je paye moins de retraite. 2 ans, 3 ans, 4 ans de moins de retraite, c'est énorme, multiplié par le nombre de Français qui doivent partir à la retraite. Donc évidemment, l'idée derrière ça, c'est de vous sucrer la retraite et de la reculer. Et puis finalement, vous allez travailler le plus longtemps possible, et puis ceux qui pourront bosser jusqu'à 70 ans, ils bosseront jusqu'à 70 ans, et puis ceux qui ne pourront pas bosser jusqu'à 70 ans parce que leur état de santé évidemment ne leur permet pas, et puis que nous sommes, s'il y a bien quelque chose devant lequel nous sommes complètement inégaux, c'est évidemment la santé. Et puis tous les jobs et tous les boulots ne sont pas aussi pénibles, et tous les individus et les êtres humains n'arrivent pas aussi usés à l'âge de 60 ans. Beaucoup plus facile de faire un JT d'économie dans son grenier que de travailler à la chaîne ou sur une toiture par plus 40 l'été et puis moins 20 l'hiver. Donc évidemment, on n'arrive pas dans le même état physique à 60 ans. Mais enfin, ceux qui partiront à 60 ans, ils auront des décotes, et puis ceux qui partiront plus tard, ils auront une petite surcote. Enfin, surtout qu'on paiera moins de retraite, et donc ça, c'est le premier axe de réflexion du gouvernement, évidemment, d'où le fait de ressortir cette idée de réforme des retraites. On peut trouver que c'est bizarre maintenant, enfin on remet la petite musique, on remet le petit truc là, et puis on remonte la manivelle et on est reparti pour un tour. Alors je voulais partager avec vous ces chiffres clés. La France reste championne des dépenses publiques sociales, d'accord, avec 32% du PIB en dépenses sociales, c'est absolument considérable, ça fait 776 milliards d'euros. On va en reparler, de ces 776 milliards d'euros. Il faut les mettre en regard évidemment avec notre PIB, c'est le PIB 2019, 2425. Cette année 2020, notre PIB va évidemment baisser d'une dizaine de pourcents, donc il va être plutôt de 2200 milliards d'euros plutôt que 2400. Les dépenses sociales, 776 milliards, donc vous voyez bien que si vous voulez régler un problème au niveau de l'endettement qui est de 3000 milliards d'euros environ en France, vous avez le grand volet, là où vous avez du mou, là où vous avez entre guillemets du gras, de la marge de manœuvre, c'est évidemment là où il y a le plus de dépenses, et donc c'est sur ces dépenses sociales. Et donc on va voir ensemble justement la tentation dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va être de tailler évidemment dans le vif des dépenses sociales. Un budget de l'État, recette 250 milliards. Vous voyez, le budget de l'État, c'est 250 milliards versus les dépenses sociales. Aujourd'hui, le budget de ce qu'on appelle la sécurité sociale au sens large, avec toutes les branches, vieillesse, maladie, retraite, etc. Voilà, c'est ça, on parle de 600-700 milliards d'euros. C'est la famille et tout ça. Bon, c'est des montants monstrueux et qui sont bien plus importants que le budget de l'État qui, à côté, est quasiment trois fois inférieur. Donc recettes 250 milliards, dépenses 344, déficit 93 milliards, donc déficit budgétaire monumental, déficit commercial monumental, et des impôts déjà extrêmement élevés, les plus élevés de l'OCDE, avec 45%. Moi, a priori, on nous serait repassé devant, on ne serait plus que deuxième à 0,02% près, donc 3 pouillèmes, mais enfin bon, en données corrigées de des petits impôts qu'on va nous réaugmenter l'année prochaine, il est fort probable que nous restions soit en numéro 1, soit en numéro 2, mais enfin ce qui est sûr, c'est que la place de la France sur le podium du ratio impôt sur PIB, on est sûr d'être sur le podium, on est extrêmement fort. Voilà un domaine dans lequel nous sommes champions, c'est celui de la pression fiscale. Alors, il va falloir évidemment faire bosser ceux qui ne travaillent plus depuis longtemps. Ah, et là c'est autre chose, là c'est une autre petite musique.
Donner sa place à chacun, qu'est-ce que c'est beau, j'en ai encore des trémolos dans la voix. Toi qui ne travailles pas, je vais te donner une place, c'est-à-dire je vais te forcer à travailler, tu vas voir, tu te sentiras mieux, car quand tu seras envoyé au travail pour un salaire de misère, oui, tu sentiras que maintenant, tu as une place dans la société. Bon, évidemment, on est des agents économiques normaux, donc si on peut rester au chaud et ne pas travailler, ne pas se faire embêter par un vilain patron pour pas très cher, et bien évidemment, on préfère rester chez soi pour pas très cher et éviter un boulot pénible ou difficile qui va engendrer des frais de déplacement, des frais de cantine le matin, enfin des frais alimentaires à midi, de gamelle, etc., etc. Alors, pour mettre un terme, je cite toujours Bruno Le Maire, pour mettre un terme à ce problème, le ministre de l'économie a entre autres plaidé pour une augmentation du volume de travail national. Pour produire collectivement plus et gagner en prospérité, il faut tous travailler collectivement davantage. Je dis bien tous et donner sa place à chacun. Je relis les quelques derniers mots, je dis bien tous et donner sa place à chacun. Donc moi quand je dis ça, c'est hey, tous les gars qui sont à RSA là et qui foutaient pas grand chose, allez, Arbeit, tous au boulot, STO, service du travail obligatoire. Et donc sur le RSA, effectivement, quand on regarde et qu'on analyse la situation, le retour à l'emploi est déplorable. Et cette aide, qu'est le RSA, attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas utile, je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, je ne dis pas qu'elle est humainement indispensable, je dis que c'est une aide qui est effectivement une trappe à pauvreté et une trappe à inactivité, on le sait. Il y avait eu un rapport, une étude en 2014, politiquement très incorrecte, qui avait montré que le taux de retour à l'emploi, il oscillait entre 6 et 14%. Donc en gros, une fois qu'on est tombé dans le RSA, on n'en sort pas vraiment. On n'en sort pas vraiment, c'est pages 100 et 101. Et donc évidemment, enfin évidemment non, je dis ça, mais enfin si, en fait, vous allez voir, évidemment c'est assez logique. Le taux de retour à l'emploi est le plus élevé chez les femmes sans enfants ou chez les hommes. Et oui, c'est hyper logique en fait, puisque c'est là où les aides sont le moins importantes. Si vous prenez un RSA seul, ni couple, ni famille, ni femme isolée, eh bien vous avez évidemment un montant qui est très faible, aux alentours de 500 €. C'est pas du tout le cas quand vous prenez des RSA femmes isolées. Et donc là, on se rend compte qu'une femme avec 3 enfants, le retour à l'emploi est de 6%, mais évidemment parce que une femme seule avec 2 enfants, mère isolée seule 2 enfants, c'est 1240 € en gros de RSA, vous pouvez aller vérifier. Donc c'est quasiment un SMIC net sans travailler. Alors, vous imaginez bien que quand vous commencez à aller travailler pour gagner 1300 €, ou allez, 1500 €, même 1500 €, c'est-à-dire 300 € de plus, alors qu'il va falloir faire garder les enfants, acheter une voiture, rouler, payer l'essence, payer les frais de cantine le midi, les frais de garde des enfants, etc., etc., ce n'est absolument pas rentable en réalité de faire ça. Donc ces chiffres, en fait, quand je dis évidemment, ils s'expliquent aisément par le fait que les citoyens, nos concitoyens qui sont au RSA, ce sont des agents économiques tout aussi pertinents que ceux qui ne sont pas au RSA. Ils savent calculer, ils savent très bien que s'ils reprennent un travail, en fait, ils vont dégrader leur niveau de vie. Et donc, pour les remettre au boulot, c'est compliqué, c'est très compliqué. Sur Europe 1, ce que je vous avais montré là, ça c'était une étude qui datait de 2014. On a des chiffres un petit peu plus récents. Il y a un article qui a été fait sur Europe 1 en 2018, il y a 2 ans. Et ils disent mais le taux de retour au travail mesuré chaque mois sont difficiles à interpréter. 2,5% de l'ensemble des allocataires du RSA ont retrouvé un job chaque mois l'an dernier, contre 3,5% de l'ensemble des chômeurs, mais beaucoup se réinscrivent dans un jeu d'aller-retour. Et les plus éloignés de l'emploi, c'est 2/3 de personnes qui sont au RSA depuis plus de 2 ans. Ils restent coincés. Voilà. Donc on est sur des taux monstrueux de non-retour à l'emploi quand on est tombé dans la trappe à pauvreté du RSA. Trappe à pauvreté, trappe à inactivité, c'est pas qu'une trappe à pauvreté, c'est aussi une trappe à inactivité parce qu'il y a un traitement financier qui fait que même si c'est vraiment pas Byzance, mais entre les aides au logement, la soulte de 1200 € qui est versée si vous êtes une maman isolée avec 2 enfants, le fait que vous payez pas les cantines scolaires, le fait que les activités pour beaucoup peuvent être gratuites, les transports aussi, etc., etc. Finalement, le niveau de vie n'est pas si pauvre que ça. La vraie pauvreté, elle ne se trouve pas
pas forcément au niveau de ces catégories sociales, elles se trouvent plutôt dans des catégories sociales qui n'ont pas le droit au RSA et qui sont en rupture complète avec la société. Je pense notamment à tous les gens qui sont dans la rue, SDF, etc., où là, vous avez une véritable problématique autour de la vraie pauvreté, y compris financière, la vraie pauvreté sanitaire, parce qu'il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes je ne vais même pas dire de logement, parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, si vous voulez, là, vous êtes face à la grande détresse et à la grande pauvreté, à la très grande misère pour les gens qui sont dehors. Pour les gens qui sont au RSA, non SDF, logés avec APL, etc., vous n'avez pas de problématique de grande pauvreté. Donc, c'est pas tant la trappe à pauvreté à ce moment-là que plutôt la trappe à inactivité et le fait effectivement d'avoir très peu de chances de sortir du RSA. Alors, 776 milliards d'euros de dépenses sociales, c'est là-dedans qu'il faudrait taper là pour payer la dette si on ne veut pas augmenter les impôts. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Je vous dis que la tentation, évidemment, ça va être politiquement, et c'est à ça qu'on va commencer à vous préparer, d'aller taper dans ces 776 milliards d'euros de dépenses. Alors, pourquoi je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou pas faire? C'est qu'en fait, je n'ai pas à vous dire qu'il faut le faire ou pas le faire. C'est une question de choix citoyen, ça. C'est à ça que sert la démocratie. C'est à ça que doivent servir normalement les élections. On doit choisir collectivement quel est le degré de ressources que l'on va prélever et comment on va dépenser nos ressources. C'est ça la grande politique avec un grand P. Comment nous gérons notre argent, nous, Français, collectivement, comment on le dépense, à qui on le donne, qu'est-ce que c'est que la solidarité, comment on la matérialise, comment on l'affecte aux uns et aux autres. Ça, ce sont des grandes questions, des grands sujets. Donc évidemment, ça passe pas par une réforme des retraites d'un côté. Donc vous savez, tout ça, c'est le découpage en tranches de saucisson. Et on vous empêche d'avoir la vue globale. Mais pourtant, la vue globale, elle devrait s'exprimer justement dans les urnes et dans le choix politique d'une grande politique. Et ça doit se débattre et on doit même s'écharper s'il faut, gentiment évidemment, entre gens bien polis et bien éduqués, mais on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire je veux plus de dépenses sociales, il y en a d'autres, la pression fiscale est trop forte, les gens y partent, c'est pas possible, mais si, mais non, bref. Et puis de ce débat, même vif, va naître un consensus. Et puis ce consensus, il doit devenir la politique sociale de notre pays, mais ça ne doit pas être imposé. Donc c'est pour ça que je vous dis, le but du jeu, c'est pas de vous dire c'est comme ci ou c'est comme ça, il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça. Non, il devrait déjà y avoir un grand débat. Alors, dans ces dépenses sociales, évidemment, c'est le RSA, j'en ai parlé, mais c'est pas que le RSA, évidemment. Ce sont les retraites, et les retraites, c'est énorme dans ce montant. Et puis, c'est la maladie, et la maladie, c'est énorme aussi dans ce montant. Ce sont des dizaines de milliards. C'est le handicap. Ce sont les allocations familiales, et c'est évidemment les APL, ce qu'on appelle les aides au logement. C'est tout ça dans lequel on dépense ces plus de 700 milliards d'euros. Et donc, vous vous souvenez comment ça avait couiné quand on avait retiré les 5 euros d'APL il y a quelques mois. Alors, quelle est la conclusion là-dessus? Moi, je vous ai exprimé mon vœu, c'est qu'on ait un débat démocratique sur qu'est-ce que c'est que la solidarité, comment on exprime la solidarité, qu'est-ce que c'est qu'un risque sur lequel on peut se couvrir à titre personnel, qu'est-ce que c'est qu'un risque sur lequel on ne peut pas se couvrir à titre personnel. Moi, si demain je dois aller acheter 2 boîtes de Doliprane pour mon gamin, écoutez, honnêtement, je peux me les payer, moi, les 2 boîtes de Doliprane pour le loulou. Par contre, si demain j'ai une maladie très grave, je ne pourrai pas me payer les soins très graves. Donc, peut-être que si on avait un débat sur est-ce que Charles il doit payer ses boîtes de Doliprane lui-même pour être pris en charge à 100% si jamais il a une maladie grave, j'aurais tendance à vous dire oui, pour moi ça me semble du bon sens. Qu'est-ce que j'assure? Qu'est-ce qui relève de la solidarité nationale parce que je ne peux pas l'assumer tout seul, et qu'est-ce qui relève de la responsabilité personnelle et de la dépense personnelle? Peut-être qu'effectivement, payer les antibiotiques de mon gamin prescrits par le médecin pour 40 euros, peut-être que je peux effectivement payer les antibiotiques de mon gamin pour 40 euros et que je n'achèterai pas le dernier iPhone demain. Mais si mon gamin il est hospitalisé et que je ne peux évidemment pas payer le coût de 2000 euros par jour de journée d'hospitalisation, bien évidemment là c'est la solidarité nationale qui peut intervenir. Donc déjà on pourrait avoir ce grand débat, moi il me semble fondamental, et il faut laisser les gens choisir en fait. Il faut leur proposer, expliquer, et puis il faut laisser
laisser les gens choisir. Les gens, ils savent très bien qu'un budget, ça doit être tenu. Hein. Donc, on peut dire, voilà, nos sous c'est tant, les recettes c'est tant, les dépenses c'est tant. Là, les cocos, il y a un problème. Donc, il faut qu'on se mette tous autour de la table et puis qu'on trouve des économies. Et puis je suis persuadé qu'on les trouverait en fait, et qu'on dirait ça on va y renoncer, ça on va le faire comme ci, ça on va le faire comme ça, ça va être dur mais là on va le faire comme ci et là on va le faire comme ça. Et je suis persuadé qu'on trouverait des solutions. Bon, puis je vous passe aussi le fait qu'il y a des problèmes de gestion aussi parfois. Alors, je pense qu'on va aller vers un droit opposable au travail, ou plus précisément une aide contre travail. Ça sera la seule manière. Soit vous supprimez les RSA, et c'est socialement, politiquement complètement explosif, et ce serait bon, enfin moi, humainement, je pense pas que ce soit bien. Après, à titre personnel, moi je porte l'idée du droit opposable au travail. Je pense que tout individu doit avoir droit à un travail et à un salaire, et qu'on pourrait remettre énormément de dynamisme comme ça dans la société, puisque les places en crèche, on pourrait, en mettant tout le monde au travail, il y a un certain nombre de gens qui iront travailler en crèche, donc on va créer des crèches, donc les parents, les mamans qui ont des enfants en bas âge à faire garder, ils pourront être gardés évidemment gratuitement, et puis on travaille, tout le monde se met au boulot, et on a une utilité sociale, on sort de chez soi, on a du lien, on est inséré dans la société, on a une utilité, il y a un sens, et ça, le travail, c'est pas juste un salaire, le travail, c'est aussi du sens, de l'utilité, une insertion dans la vie, des collègues, des amis, des problèmes, des soucis, effectivement, des fois beaucoup de stress, d'anxiété, c'est vrai, mais bon, moi je considère que c'est très important d'avoir un travail et que le droit opposable au travail, ça devrait être un droit fondamental, c'est j'ai droit à un travail, j'ai droit à mon utilité et j'ai droit évidemment à un revenu convenable, décent, pas qui me permette d'être riche, mais au moins convenable et décent. Et puis après, si je trouve mieux, évidemment, je sors de ce système de droit opposable au travail et je vais faire autre chose. Ça, c'est possible qu'on commence à aller vers ça. De manière générale, ceux qui dépendent de la dépense publique, vous voyez, j'ai fait un lapsus, ceux qui dépensent la dépense publique, mais ceux qui dépendent de la dépense publique, ils vont être en situation de risque ces prochaines années. Parce que les dettes sont tellement importantes qu'évidemment, il va falloir les rembourser. Et donc tous ceux qui sont retraités, handicapés, titulaires au sens large d'une pension, qu'elle soit d'invalidité, temporaire, partielle, définitive, de retraite, de la maladie, etc. Tout ça, ça risque d'être raboté. Il va falloir trouver des sous pour maintenir la solvabilité de la France ou faire faillite sur notre dette. A priori, c'est pas au menu des discussions. Et puis évidemment, quand on est fonctionnaire, il y a de fortes chances que les revalorisations salariales générales, elles soient assez minces et que les individuels soient des revalorisations également assez rares, votre bonus étant votre job, à savoir la sécurité de l'emploi, et vous vous plaindrez pas parce que mon petit monsieur ou ma petite dame, vous avez 10 millions de chômeurs dehors. Ah bon, d'accord, alors je ne serai pas augmenté cette année. Voilà, tu ne seras pas augmenté cette année. Pareil, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Moi, je suis pour que tout le monde gagne plus tous les ans. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est ce qui risque évidemment de se passer. Donc, dans les années qui viennent, à part les très très hauts fonctionnaires qui se font même verser des primes assez considérable, on parle de 40 ou 50 000 euros annuels, il est fort probable que pour les petits fonctionnaires d'en bas, il n'y a rien de péjoratif, un prof c'est un petit fonctionnaire, vu d'en haut c'est un petit fonctionnaire, un agent des impôts vu d'en haut c'est un petit fonctionnaire, tous ces millions de fonctionnaires, ces centaines de milliers d'agents publics ou parapublics, il est fort probable qu'ils n'aient pas vraiment de grosses augmentations de salaire dans les années qui viennent. Et donc moins de dépenses sociales, évidemment, il n'y aura pas le choix, il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a que là qu'on peut réduire la dépense et ça va être très impopulaire et ça va être socialement explosif et très difficile et donc c'est pour ça que je pose la question ici vers des mesures très impopulaires et c'est un peu, je pense, ce que Macron, le président, le mamamouchi en chef, le phare dans le palais élyséen, chez Brut, le média de Xavier Niel, me semble-t-il, a dit « Si je me mets dans la situation d'être candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions. Ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu, a-t-il ajouté, puisqu'on lui demandait « Est-ce que vous serez candidat en 2022 ?» Bon, là... je suis ni pour ni contre, bien au contraire, j'en sais rien, je verrai. C'est pas ça la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, elle vient après. Et peut-être que je ne pourrai pas être candidat.
peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, durs, parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat, a affirmé le chef de l'État. Et oui, si je prends des mesures très impopulaires, que je casse, parce que là, moi je vous ai dit, un droit opposable au travail, ça moi c'est mon rêve entre guillemets idéologique. C'est mon rêve humain. Voilà, je pense qu'encore une fois, s'occuper de l'autre, être solidaire de l'autre, c'est que tout le monde puisse avoir sa place effectivement dans la société, et une société inclusive dans le bon sens du terme. Une société inclusive dans le bon sens du terme, c'est une société dans laquelle tout le monde trouve sa place, trouve une place, et trouve la place qui idéalement lui serait le plus adapté, et puisse vivre dignement et avoir une certaine fierté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc moi, j'aime cette idée de droit opposable au travail plutôt que d'assistanat. J'aime pas l'assistanat, parce que je pense que l'assistanat, c'est la fausse bonne manière de se donner bonne conscience. On fait rien quand on fait de l'assistanat. On file de l'argent à des gens tous les mois. Ok, super, c'est très bien. Mais c'est pas ça. Si on veut traiter l'humain, si on veut donner du respect, c'est-à-dire de la considération, eh bien évidemment, on doit aller bien au-delà du fait de donner que de l'argent. On doit former, on doit accompagner, on doit guérir, on doit panser des plaies, parce que derrière des échecs professionnels ou des échecs de vie, il faut voir ce qui s'y trouve. Il s'y trouve souvent une immense détresse, une immense souffrance psychologique, et donc c'est évidemment ça qu'il faut aller guérir, soigner, et donc c'est ça, prendre soin de l'autre, c'est l'aider à dépasser les problèmes, les difficultés, les souffrances, et donner de l'argent, ok, on pallie à l'extrême pauvreté, et il faut le faire, et c'est bien, mais ce n'est qu'une toute petite partie du problème en réalité, et la plus facile à régler quand on est dans un pays riche. Faisons un chèque, et en plus le chèque on le fait avec le pognon des autres. C'est encore une fois aussi très facile d'être solidaire avec l'argent des autres, beaucoup moins facile d'être solidaire avec ses propres sous. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut voir. Mais là, c'est pas ça dont on parle. Ça, c'est une vision un peu idyllique. Là, c'est pas ça dont on parle. On parle de mesures, à mon sens, qui risquent d'être impopulaires parce qu'on pourrait casser tout simplement. Imaginez que demain, Macron annonce, ben voilà, on est au bord de la faillite. Donc maintenant, les retraites, elles sont divisées par deux. L'âge de la retraite, c'est plus 63 ans et demi ou 64 ans avec tant d'annuités, mais c'est 69 ans. Et puis, le taux plein, ça sera 75. Et puis, c'est comme ça. Et puis, le RSA, pour la maman avec ses 2 enfants, c'est plus 1200 €, mais c'est un panier repas hebdomadaire au Resto du Cœur, et puis son logement pour rester au chaud, et c'est 0 pour le reste du temps. Waouh! Ça va être un peu du rail, quoi. Ça va être un peu violent, voyez-vous. Donc, effectivement, peut-être que dans la dernière année, il devra faire des choses très dures parce que les circonstances l'exigeront. En tout cas, je pense qu'effectivement, le vrai sujet va se poser quand on va arrêter les perfusions et qu'il va falloir passer à la caisse. Et là, comment va-t-on faire? C'est un vrai problème. Et bon, évidemment, on va suivre ça, on va le chroniquer, on va voir les choses évoluer, on va continuer à les